Voilà, l'enregistrement se lance. Si vous voulez prendre la parole aussi, plutôt que de d'écrire vos questions dans le chat, on pourra réactiver vos micros et donc il suffit de lever la main pour poser des questions et on réactivera les choses. Voilà. Eh ben, je crois que je vous ai tout dit pour vous introduire et donc je laisse la parole à Stéphane Tari qui va introduire le propos de Wilso Louis et je vous souhaite une bonne conférence. Merci, merci Delphine. Est-ce qu'on m'entend bien? Je vérifie. Ça va? Oui, c'est bon, Stéphane. Merci. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc je suis très content là, de participer à cette conférence en tant que discutant. Donc me revient la tâche de présenter Wilso. Donc Wilso, tu es docteur en sociologie clinique et psychosociologie, chercheur associé au laboratoire de changement social et politique de l'Université Paris-Cité. Du point de vue de ta formation, tu as une première étape de formation de parcours universitaire en travail social, que tu as poursuivi ensuite par un cursus en analyse du travail, organisation et gestion de l'emploi, pour aboutir à un parcours de recherche en sociologie clinique et psychosociologie. Du point de vue professionnel, tu as été travailleur social dans le cadre de plusieurs ONG, puis enseignant en sociologie et sociologie des organisations en école supérieure de travail social, à l'université de Saint-Quentin, puis Paris 8 et Paris Cité, et enfin à l'école pratique de service social qui est rattachée à Cergy Paris Université, et là en tant que formateur et chercheur. Tu as mené des travaux de recherche en sociologie du travail et sociologie clinique, articulés avec l'approche décoloniale, à partir d'un terrain singulier, celui des zones franches en Haïti, dont il va être question ce soir. Des zones que tu décris comme difficiles d'accès, très fermées, à travers lesquelles tu cherches à mettre en lumière la question de la domination liée à la colonialité et la persistance de ce type de rapport. Tes travaux visent ainsi à comprendre la construction sociale des rapports de colonialité, d'une part, et la manière dont ils sont vécus par les ouvrières et ouvriers, d'autre part. Ouvrières et ouvriers qui tentent de résister. Tu as cherché à construire théoriquement des liens entre sociologie clinique et pensée décoloniale, à explorer là où les façons dont ces zones franches, continuent les rapports décoloniaux au sein même des rapports de travail. Pour cela, tu as exploré la contribution des institutions nationales et internationales dans le maintien d'une organisation taylorienne du travail qui permet une surexploitation des travailleuses et travailleurs exposés à l'autoritarisme, à la violence, au racisme et à des conditions de travail extrêmement pénibles. Donc, c'est un dialogue que tu proposes entre sociologie du travail, sociologie clinique et approche décoloniale par l'analyse du travail salarié, des organisations et des institutions. Et ce travail t'amène à questionner la place du sujet comme faisant le lien, comme contribuant à tisser ce lien. Je te laisse nous en parler. Merci Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette présentation. Et je tiens à remercier aussi tous les membres, tous les membres du CIRFIF qui m'a invité à discuter avec en public sur ces questions. Et pour moi, c'est déjà une question assez intéressante de voir qu'il y a de plus en plus de structures, d'espaces universitaires, d'espaces d'intervention, d'espaces de recherche particulièrement en France, qui sont intéressés à discuter les questions, on va dire les questions décoloniales, ce qui n'existait pas avant. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous pousse à réfléchir sur notre manière de concevoir le savoir, notre manière de voir l'autre. Et depuis des années, dans ce rapport de l'occultation à l'autre. Voilà. En gros, ce soir, je pense qu'on va partager en lien avec notre titre de conférence, c'est qui, au croisement de l'approche clinique et de coloniale, penser le sujet dans sa complexité. Donc, ce sera vraiment, on va faire quelques points, on va dire quelques points historiques sur la question, parce que
pour moi et pour ceux qui réfléchissent sur cette approche-là, on ne peut pas parler de la question des coloniales tout en essayant de mettre de côté les questions, on va dire, historiques. Donc, c'est dans les racines même de les questions historiques qu'on doit comprendre ce rapport à l'autre, ce rapport d'occultation et ce rapport entre les pays anciennement colonisés ou les pays qui sont dans ce rapport de colonialité qui persiste et aussi les pays dominants ou des pays occidentaux. Donc, la première chose que ce soir, j'aimerais bien partager avec vous, c'est juste le contexte qui, pour nous, 1492, qui marque, on va dire, un tournant décisif dans l'histoire du monde et dans l'histoire d'Haïti particulièrement. Donc, c'est ce qu'on va appeler, si on reste dans l'approche des auteurs décoloniaux, c'est la question de la naissance de la modernité et l'occultation de l'autre. Ça veut dire donc déjà, il y a plusieurs notions pour essayer d'établir cette date, de parler de découverte, comme si c'est quelque chose qui était là, donc on arrive à le trouver, de parler d'invention. Donc il y a toute une série de notions utilisées pour essayer de situer cette conquête. C'était ça la situation, cette conquête de l'Espagne à l'époque à travers les missions de Christophe Colomb. On essaie de situer cette conquête. Et aussi, on essaie de voir aussi comment cette date, 1492, situe aussi le rapport à la violence, de comment ces interventions, on va dire, ces conquêtes dans ces endroits-là, Amérique, que je n'aime pas trop utiliser ce mot-là m'éclate, mais bon. Donc, c'est pour vous dire que comment on conçoit ce rapport à la violence. Donc, la mise en esclavage des Taïnos, qu'on appelle Indiens, Indiennes, et aussi ce rapport de colonisation et de domination du corps. Donc, on est particulièrement sur la sexualité des femmes, on va appeler indiennes. Donc, comment pour les conquistadors, comment pour les conquérants, donc ceux qui sont débarqués en Amérique, leur rapport à l'autre, comment ils conçoivent ils ont conçu leur rapport à l'autre, particulièrement au corps de l'autre, particulièrement à la sexualité de la femme. Et un autre point assez important qu'il faut qu'on essaye de voir ensemble, c'est la place, ou encore on va dire, donc la domination de l'autre par le travail. Donc si on reste sur ces aspects-là, on voit que l'histoire des colonisations montre bien que la mise au travail a été la question, on va dire, la question permanente la plus difficile à résoudre malgré les moyens de coercition des colons. Ça veut dire que Wilson, on a l'impression qu'il y a un problème de connexion, on t'entend plus. de modèles. Wilson? Ah, on a perdu. Wilson, on a un problème de connexion, ça a sauté un petit peu, on t'entendait plus. Et on a Alors, perdu le partage. alors, le partage, désolé, donc je ne sais pas où ça s'était passé, si c'était de mon côté. Donc, là, c'est bon. Ouais, super. Alors, je disais que ce rapport à partir de 1492, ce rapport de colonialité qu'on a pu observer, ce rapport de colonisation, c'était un rapport assez violent, un rapport basé sur la violence. Donc, et c'est un rapport assez difficile sur la question de la mise au travail. Donc, c'est ce qui a traversé toute cette période parce que pour ces colons-là, donc, leur nouveau monde correspond à une sorte de richesse trouvée, donc des terres fertiles. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument, on exploite tout, on essaie de tout piller sur les richesses qu'on retrouve sur ce continent. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure lorsque j'ai parlé de Eric Williams qui a relaté les propos de Ortiz en disant que mettre les Indiens
au travail, donc dans les mines, c'est de les soumettre à des travaux sévères, monotones et malsains, l'arrachant de ses coutumes tribales. Donc ça veut dire que de ses rythmes religieux. Donc ça veut dire que tout ce qui n'était pas comme les autres, donc c'était pas les bonnes choses. Donc ça veut dire qu'il faut essayer si on veut utiliser ce terme, de les convertir, de les socialiser. Donc c'était ça l'objectif, un de ces objectifs, en même temps l'objectif d'enrichissement à partir des colons. Donc, ça aussi, c'est un premier point marquant sur ce rapport dès 1492. C'est un rapport assez violent. Et autre chose, après, on va dire tout, pour aller un peu plus rapide et en même temps d'avoir un petit peu beaucoup plus, laisser un peu plus d'espace pour approfondir quelques points sur la discussion. Donc, on voit que après l'extermination, on va dire l'extermination totale des Taïnos, donc de ces premiers habitants de cette partie du monde, qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique, donc il va y avoir un moment où il faut continuer à s'enrichir, les colons. Donc, ils vont faire appel à la traite, ce qu'on appelle la traite négrière, où on va faire venir des personnes de l'Afrique, qu'on va qualifier d'esclaves. Même moi, je pourrais dire qu'on va mettre en esclaves. Donc, c'est une nouvelle forme d'exploitation humaine qui entraîne de profondes transformations du continent africain pour continuer, donc, perpétuer l'esclavage. Donc, ce sont des personnes privées de toute propriétaire, donc y compris de sa personne, de sa propre personne. Donc, ces personnes qu'on appelle esclaves ne pouvaient plus s'intéresser à la question du travail. Donc, à ce moment-là, on est sur des formes de résistance qu'on va commencer à observer parce que même si ces personnes sont arrachées de leurs pratiques, de leurs coutumes, ils vont essayer de trouver d'autres manières de communiquer entre eux, de pouvoir s'organiser, ce qui a été interdit par les colons à l'époque. Donc, on est sur des formes de résistance qui commencent à s'émerger. Par exemple, le marronnage. D'ailleurs, un des premiers, on va dire, premiers actes sur ces questions, le marronnage, c'était une forme de rupture assez radicale avec le monde colonial. Le marronnage, c'est à la fois cette forme de rupture, mais c'est à la fois une forme assez, on va dire, subjective en termes de forme de résistance, qui vont donner beaucoup plus de force à ces esclaves, à ces personnes mises en esclaves, pour qu'on puisse continuer à résister. C'est des formes de résistance. On a observé aussi des formes de résistance, par exemple, comme les sabotages des plantations. Donc, des esclaves qui vont saboter tout ce qui y a comme plantation, et aussi des formes d'empoisonnement des maîtres. Donc, ça veut dire que depuis 1804, depuis le début même de la colonisation, on commence aussi les formes, même avant, même bien avant. Quand je dis bien avant, on n'est pas arrivé jusqu'aux périodes de la traite de négriers en 1603, mais déjà on a observé des formes de résistance. Mais toutes ces formes de résistance, depuis avec les Taïnos, donc les colons, ont pu mettre en place une structure assez forte pour essayer de tout saboter, pour essayer de tuer. Donc c'était ça l'objectif, de tuer des personnes qui ne sont pas soumises à leur exigence. Donc tout ça pour vous dire que on est en train d'observer une forme de colonisation qui débute exactement à des formes de résistance. Donc, on est sur des situations assez complexes en termes d'études, dans le sens que des personnes qui étaient, on va dire, qui n'étaient pas armées, qui vont rentrer en résistance à des personnes bien équipées, bien armées sur des questions de rapport au monde. Donc, en dehors de ces questions économiques, il y a les questions culturelles qui se jouent parce que les colons doivent forcer ces personnes à accepter leur propre culture. Les questions de religion aussi, donc les forcer à s'appartenir à leur propre religion. Donc, ça veut dire que ce sont des questions assez fondamentales qui se sont posées à ce moment-là. Donc, on est arrivé à un moment
De 1492 à 1497, on va voir ce rapport Haïti va développer, on va dire Haïti et les rapports coloniaux décoloniaux. Donc, on était sur des formes de colonisation de l'Espagne et des Portugais de 1492 à 1697. Donc, c'était la colonisation de l'île dans son ensemble. Et à un moment, donc, la France qui commence aussi à s'épanouir, à prendre de l'espace, à conquérir le monde vont faire une séparation de l'île avec les Espagnols, donc ils se sont entendus pour une séparation territoriale des richesses. Donc, à partir de 1697, on est sur une division, moi, ce que j'appelle une sorte de division internationale du travail entre les deux pays, entre l'Espagne et la France. Donc, ce qui fait que c'est à partir de là, la France va commencer à s'enrichir sur ces questions, sur les questions des coloniales. Là, je vous ai mis une carte pour ceux qui n'y arrivent pas peut-être jusqu'à présent, parce que à situer Haïti sur une carte. Donc là, on a la République dominicaine. C'était l'île à l'époque qu'on appelle l'île d'Haïti. Et puis avec l'arrivée de cette séparation entre les grandes puissances de cette île, donc on a Haïti d'un côté de la République dominicaine à l'est. Et une chose importante qu'il faut signaler, donc Haïti, donc, on était un petit peu, l'histoire un peu plus large, là on est arrivé sur Haïti. Il y a une question assez fondamentale et importante qu'il faut voir par rapport à Haïti. Première chose qu'il faut dire, Haïti, c'est le premier pays indépendant et qui a aboli l'esclavage en même temps, donc le 1er janvier 1804, ou depuis bien avant avec la guerre, donc la bataille de Vétière depuis le 18 novembre 1803. Donc, mais pour concrétiser cette bataille, c'était le 1er janvier 1804. Donc, en général, on parle des États-Unis d'Amérique, en disant que les États-Unis d'Amérique, ils sont indépendants depuis 4 juillet 1777, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que malgré les États-Unis, on va dire que c'était un pays indépendant, mais c'était un pays indépendant toujours lié avec ces rapports d'esclavage qu'on connaît, donc ces rapports esclavagistes entre le sud des États-Unis et le nord des États-Unis. Ça veut dire que la révolution haïtienne, c'était vraiment une révolution radicale, radicale dans le sens de la racine, dans le sens que c'est une révolution qui a tout remis en question, les questions de l'esclavage, les questions de colonisation, et a remis aussi en question les rapports capitalistes. Il n'y avait pas d'autre pays à ce moment-là qui a pu réaliser une révolution, qui a pris son indépendance, ou voir une révolution à ce niveau-là. Et si vous êtes un pays indépendant dans un milieu dominé par les grandes puissances, comment faire? Donc, c'était la grande question, pendant qu'il y avait aussi des pays, le commerce, qui ont réalisé des commerces avec Haïti, mais Haïti n'a jamais été reconnu comme tel. Et pour qu'on puisse avoir cette reconnaissance, il va y avoir la reconnaissance de cette indépendance. Donc, Haïti doit payer à la France la somme de 150 millions de francs en 1825. Et cette année de 2025 nous rappelle les 200 ans de cette dette, ce qu'on appelle la double dette qui constitue le fondement même des rapports de colonialité. Si certains d'autres auteurs ont essayé de voir ce rapport de colonialité en Haïti sur d'autres axes, mais je pense que moi et d'autres chercheurs, nous, on essaie de situer ce rapport de colonialité par rapport à cette question de dette. Cette question de dette fait, il y avait une liaison entre Haïti et la France en lien avec cette dette. Cette question de dette joue la question de dépendance d'Haïti parce qu'Haïti devait faire des emprunts à emprunter à d'autres pays pour payer cette dette, comme le cas des États-Unis. Donc, il y avait une forme de domination et de dépendance par rapport aux États-Unis, aussi par rapport à d'autres pays des grands, ce qu'on appelle entre guillemets les grands pays du monde. Donc, ça veut dire que cette forme de dépendance, c'est pas seulement une forme de dépendance économique qui se joue,
c'est aussi le lieu même de la colonialité des rapports de pouvoir qui ont déjà pris naissance à partir de cette forme de dette. Voilà un premier point qui nous intéresse, nous, les chercheurs qui sont intéressés à ces questions, de poser déjà les bases pour essayer de comprendre cette question de colonialité de pouvoir. Depuis dans les années 50, et même bien avant, donc les années 50, 60, 70, il va y avoir ce qu'on va appeler la décolonisation des pays d'Afrique. Il y a toute une série de mouvances, des idées qui vont s'émerger sur la question de postcolonialité, donc anticolonialisme. Donc, toutes ces idées-là vont essayer de s'émerger pour essayer d'expliquer le rapport des pays qui ont été des pays d'anciennes colonies par rapport à ces pays, particulièrement la France. Mais certains auteurs vont expliquer, vont essayer de réfléchir pour voir, il n'y a pas que seulement de dire, bah, ces pays, c'est fini la colonisation, c'est fini l'esclavage, donc c'est bon. C'est bon, on montre comment on continue, il y a une sorte de continuité de ces rapports entre ces anciens pays colonisés et les anciens colons. Donc, ce qui fait que c'est un modèle qu'on va observer dans ce qu'on va appeler, entre guillemets, coopération, des formes de coopération qui se jouent au sein même de ces questions de colonisation. Donc, les rapports de pouvoir, donc les rapports de force, par exemple, à l'époque, certains pays comme l'Allemagne ou la France, lorsqu'ils ont un problème avec Haïti, ils débattent directement, donc ils menacent les gouvernements, faire la guerre et autres pour qu'ils puissent trouver ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est pour vous dire que ces rapports, même si on ne retrouve pas ces rapports assez militairement exercés sur les pays, mais il y a d'autres formes que ces rapports qu'on appelle les rapports de colonialité continuent à s'exercer dans les rapports entre les pays et particulièrement dans d'autres milieux qu'on verra tout à l'heure quand on va en parler des zones franches. Donc, il y a pour moi, comme pour certains qui ne connaissent pas vraiment ces questions quand on parle de décolonialité, donc l'approche décoloniale, donc pour eux, c'est une approche assez, on va dire, donc militantiste. Oui, il y a du militantisme partout quand on fait de la recherche, quand on fait de la science, donc il y a une forme de militantisme attaché. Mais là, je pense il y a un mise au point assez important qu'il faut faire sur cette question à partir de quelques points. Je vais partir d'abord de Quijano, qui nous dit que la colonialité du pouvoir montre que les relations coloniales dans l'économie, la politique, la société et l'épistémologie perdurent après la fin formelle de la colonisation. Et cette dernière nous aide à comprendre la continuité des formes de domination coloniale au-delà de la colonisation. Voilà l'idée même, la thèse, on va dire, la thèse assez centrale et fondamentale dans la compréhension de la question des coloniales. Et deuxième approche, si on prend la compréhension de Gosfogel sur la question de la colonialité du pouvoir, qui traduit le fait que les États-nations périphériques et les peuples non européens vivent aujourd'hui sous un régime de colonialité globale imposé par les États-Unis avec l'aide du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, du Pentagone et de l'OTAN. Donc, les zones périphériques sont maintenues dans une situation coloniale même lorsqu'elles ne sont plus sous le contrôle des administrations coloniales. Et là, une question assez fondamentale, combien de fois, peut-être vous êtes beaucoup sur ce webinaire. Vous êtes beaucoup sur ce webinaire, vous allez peut-être me répondre à ces questions. Est-ce que vous connaissez déjà dans des pays qu'on appelle les pays occidentaux, États-Unis, Canada, la France, où il y a des représentants de FMI directement dans les ministères, on va dire dans les ministères économiques, dans les ministères de ces pays, qui ont leur propre bureau à l'intérieur même de ces ministères par rapport à leur situation,
par rapport à leur situation économique, dans le sens que ils sont, par exemple, en situation d'endettement, ce qui est notre cas aussi aujourd'hui en France. Donc, combien de fois on entend directement des notes de FMI, de la Banque mondiale, demandant directement au gouvernement, même si peut-être c'est interne, on ne le sait pas, mais assez public en demandant de réduire cette question-là, sinon je vais couper tout ce que je vais vous donner comme prêt, assez public dans les journaux. Or, pourtant, c'est des choses qu'on entend souvent dans des pays anciennement colonisés. Donc, ça veut dire que déjà, sur cette approche de Volkswagen, c'est vous montrer que ces choses-là, ce ne sont pas des actions assez, on va dire, innocentes. Ce sont des actions situées dans une approche de maintenir des formes de colonialité, des formes de domination de ces pays sur d'autres formes sans les administrations coloniales. Peut-être on pourra en discuter après. Donc, et trois points importants afin de constituer, on va continuer pour essayer de constituer et contextualiser la question de l'approche décoloniale. C'est d'abord, il faut le situer comme étant une perspective décoloniale ne saurait être assimilée à une critique anti-européenne. C'est pas essentialiste. C'est pas du tout ça l'approche décoloniale. L'approche décoloniale, c'est de faire discuter pour montrer, par exemple, les limites les limites de la pensée, de la modernité occidentale, pour montrer leurs limites, sur quoi on se base cette question de modernité, et aussi tant à l'égard des fondamentalistes aussi européennes que ce qu'on appelle entre guillemets de tiers-mondistes, donc des gens, donc c'est aussi ça qu'on critique. La critique décoloniale ne rejette pas les pensées critiques européennes dans son ensemble, parce que c'est inspiré par des courants, on va dire, c'est inspiré par, pour beaucoup, les pionniers, ils étaient des marxistes, pour beaucoup, ils étaient en grande partie pensés à partir de post-colonialité, donc ça veut dire il y a il y a un dialogue permanent entre ce qui est produit, les réflexions critiques, les recherches critiques dans ces pays-là et ce que ces chercheurs, donc eux, ils réfléchissent à partir de ces questions, sachant qu'ils essaient de remettre en question certaines approches critiques produites aussi en Europe ou aux États-Unis, pour parler un peu plus large, dans les pays occidentaux. Voilà. Donc, deuxième point aussi, c'est une perspective qui ne saurait être fondée sur universalisme abstrait. Donc, c'est une grande question et c'est une question qui dérange ceux qui pensent que la question d'universalisme, donc ça veut dire on recherche la question d'universel partout, sans prendre en compte l'autre avec ses caractéristiques, avec ses particularités. Et c'est pour ça que certains auteurs vont beaucoup plus parler de la question de pluriversel. On est dans un monde avec des particularités, tout en sachant il y a des choses qui arrivent à nous lier entre nous, mais on a nos particularités. Or, c'est parce qu'on ne prend pas en compte les particularités de l'autre, qu'on est dans cette occultation de l'autre, qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise d'agir par la violence et de ne pas reconnaître ce que fait l'autre. Ça veut dire que les réflexions, la pensée, la connaissance produit dans un autre contexte, c'est pas de la bonne connaissance puisque c'est pas une connaissance validée par les pays, on va dire, occidentaux. C'est là aussi se joue la question de colonialité du savoir. Donc, et en troisième point, pour aller un peu plus rapide sur ces questions, c'est la décolonialisation du savoir implique aussi de prendre au sérieux les perspectives. Donc, les intuitions à l'œuvre dans les pensées critiques du Sud, élaborées depuis ou conjointement à des espaces ou des corps racialement ou sexuellement subalternes. Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte les pensées qui sont ancrées.
en savoir situé en lien à des préoccupations, en lien à des situations assez complexes, en lien aux personnes vivant de leurs propres expériences et qui peuvent exposer leurs propres expériences par rapport à une situation particulière. Donc, ça veut dire que le savoir dans son ensemble, à ce moment-là, c'est un savoir situé. Donc, quand on réfléchit, quand on produit des connaissances, c'est pas une connaissance universelle, puisque c'est produit dans un pays, dans les pays occidentaux, on va le mettre partout, on va le déposer partout. Mais c'est ce qui arrive, par exemple, sur les questions d'aide publique, de formes de coopération. C'est là aussi se joue la question de colonialité, parce qu'on pense que ce qu'on a produit, les réflexions produites sur le cas d'Haïti, on peut le plaquer sur le cas du Sénégal. On peut le mettre sur le cas d'autres pays. Pour eux, donc, tous ces pays-là, c'est les mêmes, sans prendre en compte les caractéristiques, les particularités de ces pays. Donc, voilà. Et l'influence aussi de la théorie décoloniale, donc, c'est de souligner que l'approche décoloniale, donc, pour les chercheurs particulièrement qui réfléchissent à l'époque, la construction même de ce groupe de réflexion modernité-colonialité, donc, c'est influencé aussi par les théories critiques, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que on n'est pas dans une approche décoloniale en disant, nous, on ignore ce que font les autres. Non, on essaie de voir ce que produit dans d'autres espaces et de discuter, de voir en quoi ces réflexions sont des réflexions assez importantes, qu'on peut continuer à réfléchir là-dessus tout en essayant de voir les limites. Par exemple, une des critiques, en disant que les décoloniaux ont laissé de côté la question de classe sociale produite par Marx. Pas du tout. Donc, pas du tout. Il y a des travaux sur des situations en particulier qui prennent en compte la question de classe sociale, mais montrant que cette question qui n'a pas été traitée par les marxistes à l'époque, la question de la colonialité, montre qu'il y a aussi une continuité dans les rapports, cette continuité de colonialité qui existe toujours dans ce rapport à l'autre. Donc, ça veut dire que c'est une approche qui tient compte de ce que les autres connaissances, tout en montrant aussi la particularité de ces connaissances. Il n'y a pas une connaissance comme si les connaissances sont des connaissances universelles, donc on peut les plaquer partout, on peut les mettre partout. Donc, c'est pas ça l'idée sur les questions décoloniales. Et si je dois maintenant, je pense que j'avais fait un grand point assez théorique et de préciser aussi ces questions décoloniales pour arriver à un point qui sont en lien avec mes recherches. Si je peux partir de cette question, quelle place de cette théorie, la théorie de colonialité, dans mes recherches? Alors, moi, je travaille particulièrement, j'ai réfléchi le dispositif, on va dire le dispositif de managériaux dans les ONG. Donc, je me souviens quand j'étais encore en master, donc il y a Delphine qui pour la première fois, m'a permis de présenter mes travaux sur la question des ONG, sur ces questions-là. Et aussi, j'ai réfléchi sur la question les zones franches. Et ces deux terrains de recherche m'ont permis de plus en plus de confirmer les questions, la question de la colonialité de pouvoir, ça existe dans les liens entre les pays occidentaux, pour aller un peu plus rapide, et les pays qu'on va appeler les pays appauvris, des pays anciennement colonisés. Donc moi, je travaille particulièrement sur les zones franches, comme je viens de le mettre là. Ce sont des zones, il y a plusieurs façons de les définir, des zones géographiquement limitées et de petites surfaces. C'est des formes de zones franches. On retrouve particulièrement au Mexique ce qu'on va appeler les ports francs, juste des entreprises qui se placent un peu partout, particulièrement sur les frontières. Et aussi, on retrouve des zones où c'est tout un territoire qui se transforme en zone franche, comme par exemple l'île Maurice, des cas de Madagascar qu'on a étudié sur ces questions. Alors, les zones franches, c'est ce qu'on va appeler
des zones pour certains qu'on appelle des zones, c'est anti-monde. Il y a des auteurs qui parlent des zones anti-monde, qui montrent que dans ces zones franches qu'on appelle des zones, c'est des zones de, on peut parler en langage aujourd'hui assez clair, des zones de non-droit. De non-droit dans le sens que l'accès déjà, pour avoir accès à ces espaces, assez fermé, donc c'est pas évident. Et ce qui se passe dans ces espaces comme conditions de travail, c'est tout ce qui est différent de ce que dit le Code du travail d'un pays. Moi, je parle je vais vous parler particulièrement le cas d'Haïti, mais les autres cas que j'essaye de comprendre, c'est de comparer aussi en Amérique latine. Donc, c'est pas si différent. C'est pas si différent en termes d'organisation, en termes de ce qui se passe au sein de ces milieux de travail. Donc, ce sont des zones qui bénéficient des avantages, on va dire, des avantages à tous les niveaux en termes de avantages fiscaux et douaniers. Et derrière, ils ont comme obligation de pouvoir venir pour investir, s'investir, investir dans ces espaces, si on peut dire comme ça. Donc, ce qui fait que par rapport aux fonds investis, donc, ils ont un autre positionnement, donc, qui a un laisser-faire au niveau du Code du travail pour faciliter ces entreprises qui viennent créer de l'emploi. Donc, c'est ça, c'est ça la logique derrière les zones franches. Donc, moi, quand je pars directement en montrant que les zones franches sont comme instrument de colonialité, c'est à partir de là. Je vais prendre un exemple assez concret avec vous sur cette question. Il y avait dans les années 2008, si je ne me trompe pas, 2008-2009, il y avait tout des manifestations pour l'augmentation des salaires minimum. Je me souviens, moi, j'étais encore étudiant en licence à l'université. Donc, il y avait des extraits à 2, 3 ans après, on a trouvé des extraits de textes, d'échanges où des dirigeants de zone franche demandent à leurs ambassades d'imposer à l'augmentation du salaire, de faire pression sur le gouvernement en place pour les empêcher d'augmenter le salaire. Ça, je ne sais pas si ça passe aussi dans les autres pays qu'on va appeler les pays occidentaux. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Mais pourquoi, comment un dirigeant d'entreprise, un dirigeant d'usine peut même imaginer une question pareille? Voire de manifester clairement, d'écrire au gouvernement pour leur dire non, on ne veut pas l'augmentation et demande à leur ambassade de faire pression sur le gouvernement pour ne pas avoir une augmentation du salaire minimum. Donc, ça veut dire que si il y a autant de pouvoir, donc c'est pas, on va pas utiliser les armes directement comme à l'époque des formes de colonisation, donc on va utiliser d'autres moyens pour continuer de montrer cette question de colonialité qui existe. Donc, puisque ce sont des zones industrielles émergées par rapport, même parfois fabriquées par les institutions internationales, comme par exemple BID, Banque mondiale, FMI, qui ont dépensé beaucoup de sommes d'argent pour construire ces zones, parce que ces zones sont des zones pour on va dire, première étape de fabrication des produits, mais d'autres zones, quand on va les envoyer dans d'autres pays, donc ce sera déjà les produits, entre guillemets, les produits finis, donc c'est là pour gérer la question du coût en termes de dépenses. Donc, ce qui fait que le fait que dans ces pays, en grande générale, particulièrement le cas d'Haïti, ce sont des zones financées, voire construites dans son ensemble par les institutions internationales, en faisant apparaître derrière, en disant, nous, on est là pour créer des emplois, mais c'est quel type d'emploi? Comment créer un emploi pour donner à une personne moyen de vivre alors que les conditions sont totalement dégradées à la fois physiques, des conditions physiques et à la fois psychiques de la personne, donc une forme de réduction de la personne en situation, on peut même qualifier d'esclavage. Donc, à quoi servent ces emplois? Donc, pour, sur cette question,
si je dois rester un petit peu plus sur la question des zones franches avant de discuter pourquoi je fais appel à ces questions. Donc, ces zones, si je dois les décrire, je peux faire appel à une première notion qu'on peut qualifier d'une sorte de management de soumission totale, dans le sens qu'on essaie de réduire l'autre à situation de silence total. Mais en même temps, derrière ce silence, c'est parfois des formes de résistance qu'on va observer, même si parfois il n'y a pas des formes de résistance collective par rapport à la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. On ne peut pas retrouver de grandes manifestations comme ça a été dans les années, on va dire, bien avant, parce que là, il y a un contrôle, on va dire, un contrôle du territoire par des gangs. Mais en même temps, au niveau assez contradictoire, il y a l'instabilité dans ces pays, en Haïti, mais quand on regarde les derniers chiffres de ces zones industrielles, donc ces chiffres multiplient. Or, la théorie disait donc il faut qu'il y ait de la stabilité pour investir. Quelle contradiction. Et en même temps, dans ces zones sont assez bien équipées au niveau militairement, des policiers, des services privés de sécurité pour qu'elles puissent continuer à produire pour les pays occidentaux. Mais il y a d'autres parties dans le pays, donc c'est contrôlé par des gangs. Pourtant, ces zones continuent à fonctionner normalement. C'est pour vous dire que ce lien entre ces institutions, on va dire ces zones industrielles pour produire pour l'Europe, parce que tout ce qu'ils ont produit sur l'habillement, parce que moi je travaille particulièrement sur des zones du textile et de l'habillement, c'est pas pour le marché local. Tout ça, c'est pour le marché international. Donc, il n'y a pas un marché local où ce qu'on produit, on les revend sur le marché local. C'est pour le marché international. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose, on va dire, qui va servir vraiment à la population. Donc, j'essaie par rapport à tout ce que j'ai trouvé sur le terrain en termes de conditions de travail, que je vais pas vous étaler là, on pourra vraiment les discuter dans ce débat. J'essaie de comprendre la situation que j'ai observée dans les zones franches à partir de Frantz Fanon, particulièrement sur la notion de zone de l'être et de non-être. Donc, les expériences vécues des diverses oppressions et la manière particulièrement dont l'intersectionnalité se manifeste sont différentes selon qu'on se situe dans la zone de l'être ou la zone de non-être. Donc, Fanon nous explique, dans la zone de l'être, les sujets racialisés en tant que sujets supérieurs ne vivent pas l'oppression raciale, mais le privilège. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de privilège blanc. C'est dans ce sens-là. Parce que entre les dirigeants d'entreprises majoritairement étrangères blancs qui sont en Haïti dans ces zones franches, ont des villages pour pouvoir habiter, donc ils connaissent pas cette question, soit ils habitent directement à l'intérieur ou des villages à côté. Ils connaissent pas la situation politique, économique, la situation assez, on va dire, dans les classes du pays. Et pour faire le lien avec mes objets de recherche aussi pour les ONG, donc ceux qui viennent directement pour travailler dans les ONG, donc eux, ils connaissent pas ces genres de situations. Donc là, on est pour des gens qu'on qualifie qui vont se situer dans la zone de l'être. Donc dans la zone de non-être, puisque les sujets sont racialisés en tant que l'être inférieur, ils vivent l'oppression raciale et non de privilège racial. Donc c'est là, je pense que la pensée de Fanon faire le lien entre ces questions, c'est de montrer que on n'est pas sur une approche seulement de dire, ben, l'approche décoloniale ne prend pas en compte la question de classe, parce que là, Fanon veut nous expliquer que la question
la question de colonial prend en compte la question de classe, de genre, d'orientation sexuelle, donc qui ne sont pas vécus de la même manière quand on se situe dans ce qu'il appelle la zone de non-être. On, ceux qui se trouvent sur cette, on va dire, sur cette ligne que Dos Santos appelle la ligne abyssale, donc c'est pas la même chose. Donc on est des êtres humains. Si on veut caricaturer pour aller plus rapide, pour expliquer ce que Fanon nous raconte, on est des êtres humains, on nous considère comme des êtres humains. Tout dépend de là où vous vous situez dans cette ligne abyssale qui nous situe entre deux parties de la planète. Entre ceux qui vivent au-dessus de cette ligne, on va dire les zones de l'être, et ceux qui se situent en dessous de cette ligne qu'on va appeler des zones de non-être, quoi. Donc, ce qui fait que la place du racisme, le racisme par exemple, c'est là ça va se jouer. Donc, ça va se jouer donc à où vous vous situez, où on vous situe dans ce rapport entre l'être et le non-être. Donc, le système même de la modernité, on va dire du système monde capitaliste, patriarcal, racial et colonial, donc c'est tout ça se situe dans cette ligne qu'on va appeler ligne de non-être. Donc, ça veut dire que on ne peut pas regarder la question de la modernité sans prendre en compte ces questions. Donc, sans prendre en compte ces questions, c'est de dire, ben, il faut essayer de comprendre certaines situations de l'autre. Tout ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Entre un travailleur ou une travailleuse qui gagne, on va dire, qui travaille jusqu'à 10 heures par jour, et qui ne peut pas se syndiquer, donc, parce que c'est, même si dans le code du travail, on vous dit donc que vous avez le droit de pouvoir syndiquer, donc on sait que ça risque, vous risquez votre vie et vous risquez votre emploi quand vous tentez de vous organiser en syndicat, donc ça on le sait. Et aussi, ce travailleur, en termes de rapport subjectif à l'emploi, ce qu'on va appeler salarié, ça veut dire que c'est pour ça que j'avais dit dès le début, il y a des notions qu'on va prendre comme étant des notions universelles, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a aussi un rapport subjectif par rapport à ces notions, mais en même temps, il y a la situation concrète. Si on regarde, par exemple, un ouvrier qui gagne, on va dire, 3 euros par jour, ben, c'est vrai, il est formellement un travailleur, un salarié, sans expérience vécue, il n'a rien à voir avec un salarié, on va dire, dans une entreprise en France, par exemple, qui gagne 60, 70, 80 euros par jour. Donc, c'est pas du tout la même chose. Un, celui qu'on appelle travailleur ou salarié dans cette situation, dans le cas d'Haïti, donc il est un travailleur dépendant d'un système par rapport à la diaspora haïtienne, si on peut le dire ainsi, qui dépendant aussi des amis en Haïti qui ont une situation, on va dire, plus ou moins confortable pour l'aider à envoyer ses enfants à l'école, payer le loyer, donc même de l'aider à finir les fins de mois. Donc c'est pour vous dire que c'est pas du tout, quand on parle de salarié, en termes de rapport subjectif et rapport matériel, c'est pas du tout la même chose. Or pourtant, ce sont deux personnes qui travaillent. Donc voilà pourquoi s'il y a des zones, des entreprises dans ces pays, c'est pas parce qu'on a vraiment envie d'aider ces pays, c'est pas parce que vraiment on a envie de créer des emplois comme des choses qu'on avance tout le temps, on met dans l'avant. Donc, c'est parce que si on crée une usine de fabrication de vêtements, on va dire, en France, il faut se soumettre au salaire minimum. Or, ce salaire minimum, si on prend le cas de la France, peut payer ou voire embaucher 5 ou 10, 20 personnes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas la question de création d'emplois, mais c'est parce qu'il y a possibilité d'exploitation. Donc, il y a une situation où on peut exploiter. On peut exploiter, un, par rapport à cette situation. Deux, il y a ce côté laisser-faire du gouvernement qui, pour eux, c'est une manière de donner un espace à des personnes qui n'ont pratiquement rien
pour essayer de casser toute forme de mobilisation aussi. Quand vous avez 20 000, 10 000 personnes donc, qui font pratiquement rien, vous trouvez un espace pareil, un projet pareil, c'est du pain béni pour un gouvernement qui ne pense pas vraiment à la population. Et tout ça, vous vous posez la question de dire, ben oui, mais c'est pas les étrangers qui font tout ça, ben c'est quand même les dirigeants de ces pays. Oui, mais les dirigeants de ces pays, qu'il faut comprendre, les dirigeants de ces pays perpétuent la colonialité de pouvoir. Perpétuent dans le sens que eux, leur conception de diriger, leur conception d'un pays se situe dans cette même pratique qui a été depuis des siècles, qui continue, qui traverse le rapport. En général, c'est de leur voir. Donc, je suis au pouvoir, je vais voir si je peux gagner de l'argent et après, je vis ma vie aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays. Donc, ça veut dire que cette question de colonialité, c'est pas une question seulement, on va dire, dans un rapport social, mais c'est aussi dans un rapport assez psychique, un rapport et subjectif aussi. Donc, pour essayer de faire le lien par rapport à l'objectif même de CIRFIF, c'est la question de dire qu'est-ce que le décolonial fait à la clinique? Ou je pourrais dire aussi à la psychosociologie. Donc, pour moi, je pense que le décolonial nous permet d'approfondir ce que Goldjak appelle dans ses travaux, même s'il n'a pas cité ces questions, mais par rapport à l'ensemble de ses travaux en Amérique latine, il a essayé de comprendre la question de la place de la clinique de l'historicité qu'il a travaillé dans un texte en 2020. Donc, pour moi, si on veut approfondir cette question de clinique de l'historicité, c'est de partir aussi de cette question coloniale. Et je dois vous dire que dans les travaux, Gojak essaie de montrer la place de l'histoire dans la construction des sujets, mais c'est une question qu'on peut avancer, approfondir beaucoup plus, de voir qu'il existe une sorte de catégorie d'individus qui sont le produit d'une histoire, mais c'est pas juste une histoire, mais c'est une histoire coloniale. Une histoire coloniale, donc, ils cherchent aussi à être sujet, de prendre la main sur leur existence même comme personne et comme individu. Et pour moi, cette sociologie clinique de l'historicité favorise un dialogue entre l'approche clinique et l'approche décoloniale, ou une approche psychosociologique, dans la mesure où cette dernière s'inscrit dans on va dire, une perspective pluriverselle. Et c'est là que moi, quand j'ai rencontré l'approche clinique qui m'a permis de pouvoir réfléchir sur la place du sujet de l'altérité, c'est de dire, au niveau de la clinique, on est dans une approche de co-construire avec l'autre. Donc, ça veut dire que c'est pas, on est dans une approche, on apporte quelque chose à l'autre, mais c'est d'essayer de comprendre l'autre à travers son histoire. À travers son histoire, mais en même temps, prendre en compte l'autre à travers son histoire dans une approche clinique, c'est de dire que on est dans une approche en termes de lieu d'énonciation dans le sens que la personne qui a vécu l'esclavage, ou quand je dis vécu l'esclavage dans le sens qui a connu l'histoire de la question de l'esclavage, c'est un sujet marqué par des blessures coloniales. Donc, c'est pas la même approche d'une autre personne qui n'a jamais eu de lien ou de prêt à la question coloniale ou qui n'a jamais vécu ce rapport de colonialité qui continue à s'exercer dans ce rapport à l'autre, donc dans son pays ou dans d'autres endroits. Donc, ça veut dire que c'est déjà un autre point qui est important qu'on pourrait faire discuter les questions psychosociologiques, les questions cliniques en lien avec la question décoloniale. Et pour arriver, j'espère que je suis encore dans le temps, j'avais juste une question pour essayer d'animer la discussion, c'est de dire, aujourd'hui, on va dire, donc, Fanon, ça fait environ 100 ans. Fanon reconnu comme un des pionniers de l'approche décoloniale, même si à l'époque, on ne parlait pas de cette question décoloniale, mais quand on lit les textes de Fanon, particulièrement dans Peau noire, masque blanc,
on voit déjà toutes les bases de cette pensée décoloniale de chez Fanon. Et en même temps, Fanon réfléchit sur une approche clinique qui prend en compte le sujet dans son contexte. Le sujet dans son contexte, à la fois en contexte historique, en contexte colonial, le cas de l'Algérie à l'époque, lorsqu'il a travaillé en Algérie. Donc, qui nous pousse à réfléchir, c'est pas juste d'accompagner, si on prend, si on reste vraiment dans les champs d'accompagnement de CIRFIF, c'est pas juste d'accompagner les gens, mais aussi de prendre en compte, quand on fait les interventions, les gens à partir de on va dire, toute leur construction socio-historique. Donc, ma question sur cet aspect-là, c'était de dire, si on reste sur l'approche de Fanon sur la question de l'être ou de non-être, sur toutes les contributions de Fanon sur une approche, pour moi, une approche clinique et décoloniale, donc c'est de dire comment la pensée de Fanon peut-elle prise en compte dans une approche clinique de l'historicité du sujet, ou aussi dans une approche, on va dire, sur les approches psychosociologiques. Donc, c'est quelle place qu'on peut donner à Fanon sur ces questions quand nous, on réfléchit. Alors, pourquoi je me suis référé à Fanon? Donc, ça veut dire que quand on parle des questions décoloniales, on va dire, ah oui, ce sont des gens qui viennent de l'Amérique, qui ont passé leur temps à réfléchir aux États-Unis. Donc, c'est eux qui vont nous parler de questions décoloniales. Mais Fanon, il est martiniquais. Ça veut dire que il est français. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a posé déjà la place du sujet, si on va dire, si on veut rester sur cette question en disant il est martiniquais, il est français, parce que si on dit que Martinique, c'est de la France, ça veut dire que cette production scientifique même venant déjà des chercheurs, des penseurs de l'époque, en lien avec la France directement. C'est pas des sujets, c'est pas des thématiques imposées aux chercheurs, imposées dans les milieux universitaires en France, imposées dans les milieux de réflexion en France. Parce qu'il y a il y a Aimé Césaire qu'on n'en a pas parlé là, donc il y a aussi tous les autres, des autres auteurs qu'on n'en a pas parlé là, qui sont des auteurs qui étaient en lien direct avec la France. Donc Aimé Césaire était député, donc membre du Parti communiste à l'époque, qui a dû quitter le Parti communiste. Fanon formé en France, à Lyon, et qui va travailler pour la France en Algérie comme médecin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas comme on veut nous faire croire. Donc, ce sont des chercheurs étrangers venant des États-Unis, de l'Amérique latine, qui veulent nous imposer leurs approches, leur conception leur conception de colonialité. Voilà. En gros, si je dois résumer tout ma pensée, c'est de dire que l'approche décoloniale fait à la fois discuter avec d'autres approches qui existent dans le milieu académique, faire discuter en même temps de se situer comme un savoir situé, comme une approche qui prend en compte l'autre dans un contexte de colonialité, dans un contexte marqué par des blessures coloniales, si on peut les dire ainsi. Et aussi, l'approche décoloniale nous permet de voir des choses. Parce que moi, quand j'ai mes premières questions de départ sur ma thèse, c'était seulement de rester sur la question d'exploitation. Donc, de voir les questions économiques, exploitation. Je n'avais pas pensé à aller voir ces questions-là. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, je me suis dit, ah non, là, il y a autre chose que la question économique en disant, oui, c'est l'exploitation, l'exploitation. Mais c'est de voir comment ça se joue. Le rapport de colonialité se joue entre les superviseurs dans les usines, les managers qui sont là, les salariés. Donc, c'est d'essayer de comprendre. Et aussi, pour sortir des murs des usines, c'est comment ces pays, ces entreprises qui ont leur représentation en Haïti à travers des ambassades, donc, peut faire des demandes auprès de leur ambassade pour faire pression ou demander au gouvernement en place de pouvoir réagir sur certains points. Voilà en gros quelques axes, quelques points, pas forcément tout détaillé, mais pour faciliter la discussion sur certains points et de dire, ben, aujourd'hui, si on est intéressé à ces questions décoloniales, parfois il y a une sorte de peur de parler de ces questions.
Donc, il y a de quoi en parler. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Wilso. Merci, merci. Je reprends un peu à la suite là pour lancer un petit peu la discussion, le débat. Je suis en train de me demander parce que à la fin de ta présentation, là, tu nous proposes deux questions à propos de voilà comment on prend en compte les contributions de Frantz Fanon. Donc, je suis en train de me dire, parce que bon, là, j'avais imaginé aussi te proposer des questions, mais je ne sais pas si ça va faire beaucoup ou quoi, mais il me semblait que, à la limite, on aurait même pu s'en tenir aux deux questions que tu proposes dans la fin de ta présentation. À voir, peut-être, voir comment les unes et les autres réagiront. Euh, mais j'avais moi quand même, tu vois, envie de peut-être de dire quelques mots et puis quand même d'ajouter en fait, allez, des questions possibles dont on pourrait discuter. Moi, ce qui me frappe quand même là, dans tout ce que tu décris et puis aussi à la lecture de ton travail, parce que pour tous les participants et participantes de ce soir, là, donc, faut savoir que quand on a commencé à travailler là, sur ce projet de conférence, Wilso m'a envoyé son travail de thèse et dont on a quand même pu discuter. L'idée suivante, enfin vraiment, qui est un point de démarrage pour moi, c'est vraiment l'indépendance ne marque pas la fin de la domination. Moi, ça me saisit. C'est vraiment une pensée que je trouve tout à fait fondamentale là, pour aborder ces questions-là. L'indépendance, comme tu l'as dit, hein, Wilson, l'indépendance ne marque pas la fin de la domination. Euh, je disais tout à l'heure, enfin, je disais que là, Wilson m'avait proposé de lire son travail là, de recherche, hein, de thèse qu'il a soutenu en 2024. Et qu'en fait, quand on lit son travail à Wilson, il y a une question quand même, c'est ben, quelle place pour le sujet dans un monde aussi brutal et aussi violent? Hein, parce que là, quand on se plonge un peu dans ce travail de recherche, on a quand même des éléments très concrets sur la manière dont ça se passe dans ces fameuses zones franches et dans ces usines, des zones franches dont parle Wilson, des conditions de travail et dans ce que vivent les gens en fait dans ces zones. Et je dirais que quand même, moi, à la lecture de tout ça, penser aux conditions de vie et de travail des gens dans un tel système provoque une forme d'effroi, tout de même. Tout de même. J'avais envie de proposer cette idée-là, parce que quand on regarde, enfin, encore une fois, la lecture de ce travail, les mots qui viennent hein, et que l'on retient, c'est la violence. En particulier la violence envers les femmes, la soumission, exploitation, vol, impuissance, manipulation. Vous voyez, c'est des mots que j'ai notés comme ça au fil de la lecture de ce travail. Manipulation, humiliation, peur, réification, donc c'est-à-dire réduire l'autre à l'état de choses, santé dégradée, souffrance, survie, etc., etc. Et puis, organisation du travail, concurrence, mesures individualisées et entre parenthèses arbitraires de la performance, etc., etc. Donc vraiment, c'est la lecture d'un monde d'une extrême brutalité, d'une extrême violence. Et d'ailleurs, je disais à Wilson là, il y a quelques jours encore que dans son écrit, ce qui est frappant, c'est peut-être de manière tout à fait anecdotique, je ne sais pas, mais Wilson précise que pour accéder à la zone franche dont il est question dans son travail, la zone franche étudiée, il faut passer sur un pont qui enjambe une rivière qui s'appelle la rivière du Massacre. Bon, je trouve que ça plante quand même un petit peu le décor. Moi, je veux pas faire trop long là, mais quand même revenir euh, sur cette idée-là dont Wissot parlait tout à l'heure, là, dans son travail de recherche. En effet, les questions de Roger Brunet, donc, que je connaissais pas, moi qui est un géographe, qui a écrit un atlas mondial des zones franches et des paradis fiscaux, qui est paru en 86. Et en fait, il parle des zones franches comme des îles de l'archipel de l'antimonde, hein. C'est ce que Wilson mentionnait tout à l'heure. Alors, je reprends simplement là ce que Wilson dit donc, dans son travail là, sur dans ce que dit Roger Brunet hein, sur l'antimonde. L'antimonde, cette espèce d'espace, par définition peu exploré, secrété, toléré et contraint par le monde, et sans lequel sans doute le monde ne fonctionnerait pas.
l'envers du système, mais partie intégrante du système. Anti-monde. C'est un mot moi, qui m'a saisi, une idée, une espèce de concept comme ça, que je trouve tout à fait vertigineux en même temps. Un anti-monde ou l'immonde quelque part, enfin, ou la zone de non-être, hein, dont parlait Wilson à propos de Franz Fanon. Euh, et ensuite, toujours sur cette question de l'anti-monde, là, Wilson, tu, 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 tu poursuis avec Naomi Klein, qui est une essayiste et activiste canadienne, il me semble. Alors, elle qui a écrit, bon, qui a écrit pas mal de choses et qui a fait des films aussi, des documentaires, je crois, Ouais. qui est auteur de No Logo. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle No Logo, la tyrannie des marques, qui est paru en 2002. Et donc, il parle de ces zones franches, des zones franches industrielles. Elle parle de petits secrets honteux de la mondialisation. Des entrepôts de main-d'œuvre bien clos où l'activité disgracieuse de la production est enfermée derrière des murailles et des barbelés. Voilà. Cette question de l'antimonde a été vraiment, j'ai trouvé là, à la fois un terme qui a valeur de concept, qui est tout à fait à la fois intéressant et tout à fait profond et vraiment, enfin, vertigineux. Moi, je l'entends et je le vis même comme ça. Peut-être juste simplement là pour pas faire trop long là, parce que j'ai l'impression que je prends pas mal de temps. Euh, Wilson, tu fais référence à Frantz Fanon. euh, sur ce que la pensée de Frantz Fanon pourrait faire ou devrait faire à la psychosociologie ou à la sociologie clinique. Fanon, en fait, dans ses travaux, notamment, je pense à son ouvrage Les damnés de la Terre, hein, et dans la dernière partie de son ouvrage, une partie qui est quand même très très saisissante, qui s'appelle Guerre coloniale et troubles mentaux. Donc, en fait, il parle de son travail de psychiatre, hein, en Algérie, à Blida, l'hôpital de Blida en Algérie. Et en fait, il décrit les effets de la guerre et de la torture notamment sur des patients parmi la population colonisée, mais pas seulement, et aussi sur des sujets qui sont situés du côté du colonisateur. Hein, donc à la fois colonisés et des colonisateurs, en fait. Donc chez les gens qui ont subi la torture et aussi ceux qui en sont les auteurs. Et en fait, il décrit finalement un système violent, un système marqué par la violence, où la violence envisagée comme système et qui touche tout le monde, quelles que soient les places occupées. Bref. Euh, pour dire que voilà, tout ce dont tu parles, Wilso, là, me fait écho comme ça chez moi, évoque toutes ces questions-là, euh, sur la question de la brutalité et de la violence qui sont très présentes dans ton travail. Euh, et j'ajouterais peut-être avant voilà, de formuler deux, trois questions, euh, moi, dans mon travail, je suis très, très intéressé par la question du travail, justement. Et notamment, moi, je m'appuie beaucoup, c'est un repère assez fondamental dans mes activités sur la psychodynamie du travail, qui est portée par Christophe Dejour notamment, et qui propose l'idée suivante, c'est que travailler, c'est à la fois produire, se produire et vivre ensemble. Produire, se produire et vivre ensemble. Et que le travail peut être à la fois le théâtre du pire, donc de la souffrance, de la maladie, voire de la mort, mais aussi du meilleur, hein, du côté d'un accroissement de la subjectivité. Hein, le jour en parle comme ça, d'un accroissement de la subjectivité, du côté de la sublimation et de la coopération. Et je dis ça parce que l'objet travail est un objet tout à fait central dans ton travail de recherche. Et la réalité décrite dans ce travail de recherche, quand même, donc dans ces usines de Zone franche d'Haïti, euh, donne à penser que comme est-ce que le meilleur peut advenir dans un système d'une telle violence? Un système où la norme est finalement la négation du sujet. Hein, et d'une certaine manière, ce que soutient la psychodynamique du travail, est-ce que finalement c'est une lecture qui serait valable ou pas dans un système marqué d'une telle violence et à des niveaux, à de tels niveaux de brutalité et de violence? Bref, je voulais voilà, donner ces quelques éléments comme ça de réaction, je dirais.
Et peut-être terminer là pour quand même laisser du temps pour les uns, les unes et les autres. Euh, Proposer trois questions pour ouvrir un peu le débat, et en plus de celles que tu nous as proposées là, à propos de famille. La première, ce serait pour toi, là, sur en quoi l'approche décoloniale a permis de comprendre ce qui se joue dans les relations manager-superviseur, hein, manager-superviseur et travailleuse-travailleur. Ça, ce serait une première question. Un deuxième élément à propos de ta place et de ton implication de chercheur, hein, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu pourrais, souhaiterais nous en dire un peu plus sur ton implication en tant que chercheur vis-à-vis de peut-être ton histoire personnelle aussi, et ses liens avec la question de la colonialité? Euh, donc c'est pour penser la position à la fois neutralité versus subjectivité ou subjectivation. Et finalement, sur la question tu en as parlé aussi un petit peu de la posture de militant. Tu en as parlé dans ta conférence. Est-ce que la question pourrait être, peut-on être chercheur et militant? Voilà, notamment sur cette question-là, question de la colonialité. Et enfin, et après, je laisse la place. Euh, tu as aussi abordé la question de la honte. D'une certaine manière, la honte de vivre la violence, de l'humiliation, qui empêche de parler. Euh, Tu disais tout à l'heure, enfin, tu parlais de la place du silence comme, comme un mode de résistance. Donc, c'est le troisième point là que je voulais te proposer pour essayer, si tu souhaites, de nous en dire un peu plus là-dessus, hein, sur justement sur la place du silence comme mode de résistance dans ce contexte de violence exacerbée, c'est peu de le dire. Voilà, je m'arrête là pour pas prendre trop de temps. Merci Stéphane. Donc, il y a des questions sur le chat que je pense que je vais en essayer de discuter, essayer d'apporter quelques réponses, particulièrement à la question de Pedro. Mais juste avant, je voulais juste retourner sur tes remarques. Donc, par exemple, la place du sujet dans dans un espace de travail assez violent. Donc, c'est là aussi c'est là aussi il est important de faire appel à l'histoire. Donc, en même temps, on est sur des approches, on va dire, assez violentes quand on regarde un peu l'histoire, si on reste particulièrement sur l'histoire d'Haïti, la place de la violence et comment faire avec la violence et ceux qui subissent la violence, quelle est leur manière d'y répondre. C'est aussi ça. Donc, ça veut dire que cette violence que je décris dans ma thèse a pris plusieurs formes. Par exemple, violence à la fois physique, que j'ai relatée, et des formes de violence aussi psychologiques comme l'humiliation, donc comme des formes de où la personne perd son droit à la parole. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on pourrait encore en discuter. Mais je vais particulièrement, avant de répondre sur ces questions, de faire un point sur l'approche de Brunet et Klein sur la question de l'antimonde. Alors, ni Klein ni Brunet qui parlent de la question de l'antimonde sur ces questions, c'est de montrer que le capitalisme en général, c'est comme à l'époque de l'esclavage. Donc, tout ce qu'on a ramené, tout ce qui a été ramené en Europe, les fruits de la colonisation, de l'esclavage, on ne voyait pas ce qui se passait dans les plantations. Donc, on ne nous montrait pas ce qui passait dans les plantations. Sauf il y avait certains récits de voyage qui ont expliqué la situation. Mais les fruits, les richesses qui sont arrivées en Europe particulièrement, donc derrière, la population dans son ensemble n'a pas vu, n'était pas au courant de cette question. C'est pareil.
Aujourd'hui, vous consommez un t-shirt donc, fabriqué dans une usine, si je reste encore sur mon terrain, dans une usine en Haïti. Le t-shirt, c'est joli, c'est bien, mais parfois, vous prenez même pas les gens. Nous, on ne prend pas la peine de questionner dans quelles conditions a été réalisé ce qu'on porte. Ça veut dire que ça, on ne le voit pas. C'est ce qu'on appelle l'anti-monde, c'est le petit monde secret du capitalisme. Ce qu'on mange tous les jours, il y a des productions, des denrées qui sont produites dans d'autres pays, mais on ne connaît pas les conditions. Par exemple, toute la lutte actuellement aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe et autres, sur les modes de production, utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Aujourd'hui, avec, on va dire, les réseaux sociaux, donc le numérique, donc les choses se traversent un peu plus rapide, mais même là, parfois, on ne fait pas trop attention à se questionner sur ces questions. Donc, ça veut dire que le capitalisme nous donne un visage à voir. Waouh, on voit de grandes productions, mais on ne voit pas derrière des vies qui sont broyées, des vies qui sont détruites derrière sur ces questions. Donc, c'est là, c'est cette partie, on va dire, cette partie cachée du système que parfois on ne voit pas. Et on se questionne même pas sur ces questions, sur cet aspect-là. Donc, c'est une première réponse qu'on pourrait apporter. Et en même temps, la manière dont Brunet décrit les zones franches, moi, les zones franches en Haïti, jusqu'à présent, c'est pareil. Lui, il a fait ses travaux depuis en 1986 et bien avant. C'est pareil. C'est des espaces fermés. Il y a des barbelés, de grands murs, il y a des sécurités partout, des caméras. Donc, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ce qu'on produit à l'intérieur, c'est pour l'extérieur, pour les grandes surfaces, les grands magasins dans les pays occidentaux. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas ce qui se passe. Si on n'a pas la possibilité d'y entrer, on ne le voit pas. Et ce qui est important en termes de messages à envoyer, vous allez voir, vous allez trouver au moins une zone franche où on a l'impression, waouh, la vie est belle là. C'est le cas, par exemple, de Tanger, comme un modèle qu'on nous propose. C'est le cas, par exemple, d'autres cas qui a été au Brésil et au Mexique. Il y avait des zones franches. Alors, il faut préciser aussi, il y a des choix de zones franches. Il y a des zones franches de production pharmaceutique où il y a aussi des échanges de connaissances qui se fait dans ce milieu-là. Mais là, je reste sur les zones franches assez basiques. Donc, ça veut dire que ce qui se passe derrière tous ces espaces de production, on ne les voit pas. Donc, les usines, en général, qu'on va retrouver dans certains pays occidentaux, c'est des choses qui sont déjà en phase finale. Donc, c'est juste le montage. Derrière, on ne voit pas ce qui s'était passé avant. Donc, c'est l'espace, c'est la partie cachée, c'est la partie cachée de la production qu'on ne prend même pas en compte, qu'on ne sait pas, donc on ne se questionne même pas sur ces questions. Donc, voilà, si je peux dire ainsi. Et il y avait une question que tu as soulignée tout à l'heure, donc sur la question, quelle est la place du sujet dans un contexte violent? Que fait le sujet pour pouvoir continuer à rester, à résister? Alors moi, sur mon terrain, j'ai observé ce rapport de colonialité entre les managers. Généralement, quand on entend sur ces terrains, quand on entend les managers, ce sont particulièrement les Blancs. Les superviseurs, ce sont des Haïtiens qui sont des superviseurs de ligne, qui supervisent le travail des autres. Donc, je me souviens qu'il y a un superviseur qui m'avait dit, moi, quand il n'y a pas de rapport, quand les objectifs ne sont pas réalisés, donc je ne peux pas parler. Je n'ai pas de droit à la parole. Dans quel milieu on peut vous dire, on vous interdit de parler parce que vous n'avez pas réalisé vos objectifs? Et il m'a dit derrière, je suis obligé aussi de faire pression sur les ouvriers. Parce que si je veux prendre la parole dans les autres réunions, je dois aussi agir donc, pour faire respecter le quota établi. Et aussi, ces rapports à la violence aussi, c'est comment traiter ces rapports à la violence. Donc, généralement, c'est des choses traitées à l'intérieur de l'usine. On va offrir à l'ouvrière ou l'ouvrier quand il y a des situations de violence physique surtout, pour ne pas faire ce qu'on appelle pas de vagues.
l'expression pas de vague. Donc, on essaye de donner des primes compensatoires. Mais dans l'ensemble, ces managers étrangers, ils sont encore là dans l'entreprise. Donc, voilà. Et aussi des révocations de licenciements abusifs aussi. Donc, il y a des situations, si vous continuez, donc on va vous licencier, puis c'est fini, c'est bon. Il n'y a pas derrière un système de protection qui permet aussi à ces personnes de pouvoir réagir quand ils sont face à ces genres de situations. Pour faire le lien par rapport à la question du travail avec des jours, donc c'est vrai que des jours nous donnent des pistes de réflexion sur ces questions, mais derrière c'était cette question de vivre ensemble. Quelle est la place de la répartition de la production du travail pour qu'on puisse vivre ensemble? C'est la grande question. Si quand on produit, on participe à la production et derrière, on ne peut même pas payer notre logement, voire la scolarité de nos enfants, donc comment peut-on vivre ensemble par rapport à une production? Comment peut-on se produire, se reproduire dans ces espaces-là? Donc ça veut dire que c'est une question assez pendante sur cet aspect-là qu'on pourrait prendre en compte. Et quelle est Peut-être, la part de l'implication? La part de... Melisso, Oui. j'interviens un tout petit peu parce qu'il nous reste 15-20 minutes. Donc,